Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Festo. Aujourd'hui, dans les conceptions de machines pour l'automatisation industrielle, les choix s'orientent essentiellement vers les solutions pneumatiques et vers les solutions électriques. Et entre ces deux technologies, c'est encore la technologie pneumatique que l'on retrouve le plus souvent. Cependant, sur ces dernières années, on peut voir que la manière de concevoir les machines a évolué. Les cahiers des charges intègrent de nouvelles possibilités techniques, les contraintes changent, les connaissances s'accélèrent. Nous vous proposons aujourd'hui d'aborder les éléments clés à considérer lors du choix de technologies électriques ou pneumatiques dans la conception de machines industrielles. Dans le format court que nous avons choisi pour ce webinaire, nous allons vous donner de premières informations sur des aspects comme les forces et les faiblesses de chaque technologie, les coûts respectifs impliqués, nos recommandations. Si par la suite vous avez besoin d'aller davantage dans le détail, vous pourrez évidemment nous contacter pour plus d'informations. Je suis Benoît Plane, chef de produit Festo pour la gamme électrique, et je serai accompagné aujourd'hui d'Elvira Rakova, CEO de l'entreprise Directine, experte en efficience énergétique. Alors, lors de la définition d'un système industriel, quelle que soit sa complexité, on va avoir plusieurs contraintes à intégrer. La liste ici n'est évidemment pas exhaustive. Dans un premier temps, c'est le mouvement à réaliser, à automatiser, sur lequel on va s'interroger. Quelle est la masse à déplacer, sur quelle distance, dans quel axe, horizontal, vertical, peut-être une combinaison de plusieurs axes. Quelle est la poussée dont on aura besoin? Quelle est la répétabilité, la précision qu'on cherche à atteindre? Par exemple, une mise en forme de carton va être beaucoup moins exigeante qu'une préhension de microcontrôleur sur un wafer. Et la définition de ces contraintes va déjà nous orienter vers une technologie ou vers l'autre. Bon, dans de nombreux cas, les deux types de systèmes, pneumatiques ou électriques, vont être en mesure de répondre parfaitement aux attentes des besoins exprimés. En revanche, si on va plus loin dans les définitions des systèmes, les attentes en termes de flexibilité dans le contrôle, en termes de souplesse du mouvement, de remontée d'informations, d'expertise à disposition, vont faire pencher vers une technologie ou vers l'autre. Par exemple, si on prend un axe dont la mission va être d'élever ou de descendre un plateau à plusieurs hauteurs, pour être guidé facilement dans un système électrique et avec moins d'aisance dans un système pneumatique. Dans l'autre sens, si on souhaite simplement arrêter un chariot sur un convoyeur, un stopper pneumatique qui fera son mouvement de stop ou de libération du chariot sera plus optimisé qu'un stopper électrique. Et finalement, des considérations d'énergie, tant pour le coût que pour l'impact environnemental, doivent aussi être intégrées. On y reviendra par la suite avec Elvira. Dans un premier temps, je vous propose d'évoquer, de parcourir les forces et les faiblesses des différentes technologies qui sont à notre disposition dans les deux systèmes. Alors, premier cas, on doit déplacer une charge d'un point A à un point B, et puis revenir du point B jusqu'au point A. Clairement, la solution la plus adaptée, ce sera une solution pneumatique standard, pour son faible encombrement, pour sa simplicité d'utilisation, de mise en route, mais on n'aura pas la liberté de contrôler efficacement le mouvement dans sa vitesse ou sur plusieurs positions. On sera également très performant en termes de force. Voilà. Si on souhaite avoir la possibilité de s'arrêter à plusieurs endroits, de gérer de la vitesse, ou bien de gérer plusieurs positions, de contrôler davantage la force, il faudra s'orienter vers de la pneumatique proportionnelle, qui sera un peu plus encombrante parce qu'on a les vannes de contrôle à ajouter à notre système, mais on pourra en contrepartie gérer une force moins puissante, mais on pourra la maîtriser, la contrôler. On pourra gérer dans une certaine mesure la vitesse et la position de la charge qu'on est en train de déplacer, son accélération. On pourra travailler sur les temps de course et on pourra ajuster la durée d'un cycle et puis les temps de trajet de nos charges.
On aura toujours, comme pour le pneumatique standard, des problématiques de fuite à considérer et de consommables sur les tuyaux, par exemple. On aura également comme avantage d'avoir des arrêts souples, d'avoir plus de souplesse dans les déplacements créés par nos actionneurs ou par notre système. Maintenant, si on veut s'orienter vers davantage de flexibilité dans le contrôle du mouvement qu'on est en train de créer, si on veut plus de remontée d'informations sur la vitesse, la position ou la force, et si on veut un contrôle plus immédiat par un automate industriel, on va travailler avec de l'automatisation électrique. Et dans l'automatisation électrique, on trouve sur le marché des solutions compactes intégrant l'actionneur électrique qui va gérer le mouvement, mais également le moteur qui va générer le mouvement et le contrôleur qui va pouvoir diriger le moteur. Cet ensemble, tout en un, va fonctionner comme du pneumatique point à point, mais va apporter la flexibilité, la précision de l'automatisation électrique. Et la mise en service sera aussi simple que celle qu'on peut avoir sur du pneumatique puisque l'ensemble est intégré dans un seul système tout en un. Et si on veut aller vers un contrôle total du mouvement, de la position, de la dynamique, donc de la vitesse et de l'accélération, avoir plusieurs mouvements, savoir s'adapter à différentes contraintes dans le cycle de la machine qu'on est en train de concevoir, on va s'orienter vers l'automatisation électrique. Alors on aura plusieurs éléments, un contrôleur, un moteur et un actionneur, ce qui fait que la capacité est beaucoup moins compétitive que pour un actionneur pneumatique standard, mais en termes de précision, de répétabilité, en termes de contrôle de la force, on est largement mieux disant avec une automatisation électrique. Et aujourd'hui, de plus en plus, la simplicité de mise en service de l'automatisation électrique n'est plus approuvée et on atteint presque les mises en route aussi rapides que ce qu'on peut rencontrer sur l'automatisation pneumatique. Voilà, on a ici un résumé, une vue d'ensemble comparant les différentes technologies dans un tableau global. Et on voit qu'il n'y a pas une solution qui va répondre de la meilleure des manières à toutes les problématiques industrielles. Chaque solution a ses avantages et chaque problématique industrielle va avoir ses problèmes. Elvira, est-ce que tu veux prendre la main pour ajouter d'autres éléments à intégrer lorsqu'on doit choisir entre une solution pneumatique et électrique? Quelles autres questions on peut être amené à se poser pour choisir la meilleure solution selon sa problématique? Pour comparer les deux technologies, il est nécessaire d'effectuer une analyse de coût de cycle de vie. Cette analyse prend généralement en compte plusieurs facteurs, euh, tels que les coûts énergétiques, les investissements et aussi la maintenance. Il est très important d'évaluer cet élément pour garantir une décision d'achat éclairée et économiquement viable à long terme. Par exemple, vous pouvez voir ici les coûts énergétiques jouent le rôle plus important pour transmission pneumatique. Pour les transmissions pneumatiques, il existe quelques principes pour réduire la consommation d'énergie. Réduire le niveau de pression, le volume de remplissage et réutiliser l'énergie. Pour les transmissions électriques, cela sera la technologie plus efficace, le contrôle et le dimensionnement correct. Par exemple, ici, vous voyez un exemple d'application pratique de ce principe. La première chose, réglage du niveau de pression pour application complète et choix de diamètre correct, bien dimensionné vira pneumatique. La deuxième principe, ce sera réduction du niveau de pression pour la course de retour. Et la dernière, réutilisation de l'énergie, utilisation de l'air comprimé et aussi circuit, on peut utiliser circuit à point pour optimiser et réduire consommation d'énergie. Toutes les mesures d'efficacité énergétique, à l'exception du dimensionnement correct,
sont associés à un investissement supplémentaire, résultant en coût de cycle de vie différent. Cependant, il reste inférieur à celui d'une configuration conventionnelle. Pour ces cas particuliers, le coût de cycle de vie de l'actionneur pneumatique sera inférieur à celui de l'électrique. Mais cela concerne l'actionneur bien dimensionné avec une consommation d'énergie réduite. Toutefois, cela varie toujours de cas en cas. Par exemple, ici, vous pouvez voir la tendance pour la technologie la plus rentable pour les mouvements linéaires, mais chaque cas spécifique doit être analysé. Oui, je dirais effectivement, chez Festo, on va avoir la possibilité de proposer un outil de comparaison des coûts totaux, comparaison entre deux types de solutions, solution pneumatique standard et solution électrique. Donc pour les mouvements point à point, cet outil TCO2 qui est gratuit, disponible en ligne, va apporter non seulement des informations sur les émissions de CO2 de chacune des deux solutions, mais va également donner une estimation du coût total de la solution après 5 ans, après 10 ans, ce qui permet d'avoir non pas une comparaison uniquement pour les pièces à l'achat, mais une comparaison des coûts sur le cycle de vie total de notre machine. Voilà, alors si on revient à ce diagramme qu'on a vu déjà tout à l'heure, on peut avoir un rappel qu'il y a dans la définition d'un système industriel et dans le choix du pneumatique ou de l'électrique, d'abord le mouvement en lui-même à considérer, ensuite le contrôle du mouvement, et puis, comme vient de le présenter Elvira, des considérations de coût énergétique et d'émissions de CO2, sujet primordial aujourd'hui. Moi, je voudrais encore revenir sur le point des ressources et d'expertise qu'on a à disposition. On peut avoir un bureau d'études dans la définition d'une machine totalement expert et en mesure de créer la machine de A à Z en autonomie, mais euh, il y a deux accompagnements possibles qu'il faut absolument considérer, un accompagnement logiciel et un accompagnement humain. Donc je voudrais rapidement vous présenter ces deux éléments euh, pour ce qui est de la partie de Festo. Voilà, alors Festo, pour permettre à ses clients et partenaires d'être très efficaces et autonomes aussi loin que possible dans la définition d'un système, met à disposition des outils en ligne de dimensionnement de mouvements simples, linéaires, horizontaux, verticaux, rotatifs. Donc c'est l'Electric Motion Sizing et qui va donner une solution complète électrique euh, euh, et apporter l'ensemble des éléments dont l'utilisateur a besoin pour fabriquer sa machine. Donc on va pouvoir préciser la charge qu'on veut déplacer, la vitesse de déplacement, quelles sont les contraintes de puissance, quel type d'énergie on a à disposition, quels sont les langages de communication qu'on va avoir entre ce système électrique et l'automate déjà présent sur le site industriel. Et voilà, de nombreuses considérations. L'outil en sortie donnera la liste des éléments à intégrer, permettra de les commander en ligne, bien évidemment, donnera les outils de configuration des outils en fonction du mouvement qui a été défini. Et donc, on aura ce fichier de configuration directement disponible, prêt à être chargé dans le contrôleur du système établi. On aura des courbes de charge voilà, des courbes de charge et de mouvement pour comprendre dans quelles contraintes et dans quelle mesure on est en train d'utiliser de manière optimisée ou non notre système. Et cet outil a également un grand frère. Donc ici, on a EMS, Electric Motion Sizing, également un grand frère qui s'appelle HGO, Handling Guide Online, qui va lui nous permettre de dimensionner des manipulateurs 3D, des systèmes d'axes X, Y, Z, YZ, avec préhenseur, avec intégration de technologies pneumatiques à l'intérieur même d'un mouvement. Ça, c'est le premier outil, donc l'outil logiciel, sur lequel il faut absolument pouvoir s'appuyer dans la définition d'un système
industriel. Voilà, et le deuxième outil, c'est l'outil le plus important aujourd'hui dans une ère où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Il est vraiment important de savoir qu'on peut être accompagné d'humains qui vont avoir une compréhension beaucoup plus fine de nos approches, qui vont pouvoir aborder d'autres axes que les axes beaucoup plus académiques ou scolaires qu'une intelligence artificielle apporterait. Et chez Festo, on est fier de pouvoir assurer une proximité d'accompagnement technique et une expertise très poussée de l'automatisation industrielle. En France en particulier, l'ensemble du territoire est couvert par une équipe complète d'ingénieurs d'application qui sont prêts à venir vous rencontrer pour définir au mieux et optimiser au mieux les systèmes que vous êtes en train de développer. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter nos commerciaux, à contacter nos ingénieurs d'application pour avoir davantage de détails et de précisions sur tous les projets qu'on pourrait mener ensemble. Merci à tous pour votre écoute. J'ai pas vu de questions arriver sur le chat. J'espère qu'on n'est pas en train de les rater. Je crois. Ah si, il y en a. Dit que oui, il doit y avoir 2 questions que je n'arrive pas encore à voir. Alors, oui. Merci pour vos questions. Merci pour votre écoute. Aura-t-on accès à la présentation après le webinaire? Alors, les supports en PowerPoint ne seront pas diffusés après le webinaire, mais ce webinaire sera à nouveau accessible en ligne prochainement sur notre site. Il y aura des communications pour que vous puissiez y accéder. Et nous vous invitons à venir le retrouver sur le site de Festo France. Voilà, donc pas disponible en PowerPoint, mais disponible en vidéo à la demande, en replay. Et puis les détails sont disponibles en contactant Elvira ou moi-même à n'importe quel moment, bien entendu. Il aurait été intéressant d'avoir un indicateur de prix dans le tableau. Oui, effectivement. Après, chaque configuration va avoir des niveaux de prix qui vont changer en fonction de ce qu'on cherche à faire. Le pneumatique, de manière générale, a un avantage de coût certain à l'achat. Donc, le premier achat pour une solution pneumatique, l'achat du matériel, est beaucoup plus intéressant que l'achat du matériel électrique. Mais comme on l'a présenté, comme l'a dit Elvira, dans les considérations de consommation qu'il faut intégrer, ce comparatif de prix ce comparatif de prix à l'achat n'est pas suffisant et il faut vraiment intégrer ce comparatif de prix énergétique de matières, de produits de remplacement, de consommables. Et donc, c'est un coût total qu'il faut considérer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas mis de comparatif de prix dans le tableau, mais qu'on vous invite à faire des études avec D-Rating, par exemple, sur vos consommations, ou bien à utiliser l'outil TCO2 sur le site de Festo pour avoir une évaluation sur 3 ans, 5 ans, 10 ans de ce que va coûter votre système. Alors, en termes... Juste une question en termes de vitesse, laquelle des 2 technologies me permet d'aller plus vite? C'est une bonne question, mais je pense qu'est-ce que vous considérez comme plus vite? On peut aller aussi vite avec le système pneumatique, dépend du dimension de vérin, du diamètre de vérin, aussi niveau de pression. Et oui, on peut aller aussi vite avec système électromécanique. Benoît, est-ce que tu pourrais aussi ajouter ça? Ça dépend qu'est-ce que vous considérez comme niveau de Exactement. vitesse. Est-ce qu'on veut aller vite dans un mouvement immédiat, par exemple, pour lever un stop qui bloque un chariot sur un convoyeur, ou bien est-ce qu'on cherche à aller vite pour qu'un cycle industriel soit répété le plus rapidement possible, tout en ayant du contrôle sur la vitesse, sur la position qu'on est en train de gérer. Donc là, encore une fois, c'est une question qui a besoin d'être affinée avec un ingénieur d'application, par exemple, qui pourra comprendre vraiment
la nécessité de vitesse. Est-ce que c'est une vitesse de réaction? Est-ce que c'est une vitesse de cadence, de cycle? Et puis, en face de cette vitesse, il faudra aussi considérer l'usure du système et s'assurer que si on est capable d'aller vite, est-ce qu'on est capable de tenir un rythme et d'avoir une utilisation qui pourra durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction des Oui, contraintes. oui. Au niveau du réglage de la vitesse, les électromécaniques sont plus faciles, mais c'est peut aller aussi plus vite avec système climatique. Ouais. Elvira, est-ce que tu veux répondre à la question sur la réutilisation des aires viciées? Est-ce que tu as des exemples? Réutilisation de je, pardon, je n'ai pas de cette question. Sur la réutilisation Ah, réutilisation des aires, oui. Il y a maintenant, ce marché existe deux solutions. Je pense que la première solution, ce serait presque comme Fast Motion Terminal, comme FMT. Et deuxième, c'est aussi, on peut utiliser réservoir après le système pneumatique. Mais oui, c'est comme Benoît a dit, c'est toujours très spécifique pour chaque application. Mais on peut utiliser aussi cette application. Mais je pense plus efficace, c'est toujours bien dimensionner vers un pneumatique et ensuite regarder si c'est possible de réutiliser quelque chose parce que 80% de vérins pneumatiques sont surdimensionnés. Sur un système qui est déjà surdimensionné, on peut réutiliser après, mais pour les machines nouveaux, c'est toujours, il faut bien dimensionner le système. Oui, oui, dans le dimensionnement d'une solution, le surdimensionnement, oui, garantit que la machine va fonctionner, va apporter les réponses attendues en termes d'opération, mais en termes de consommation, si un moteur est bien trop important par rapport à ce qu'on a besoin de faire, ou si un vérin est beaucoup trop large, on va avoir des appels de la consommation d'air ou on va avoir de la consommation électrique qui vont être énormes et qui vont faire augmenter les coûts annuels de la machine. Donc, le dimensionnement est un point crucial. Autre chose que je voudrais ajouter dans cette question, réutiliser air, il faut toujours avec air comprimé. Oui, parce que air, il n'a pas de sens d'utiliser air avec deux barres ou en barre. Mais on peut utiliser pour d'autres applications. Par exemple, pour rechange au nettoyage du système. Il faut toujours regarder le système ensemble, comment on peut réutiliser. Je prends la question, la remarque suivante. Le coût total concerne l'utilisateur final, mais pour un intégrateur, un fabricant de machine, un OEM, investissement qui compte. Entièrement d'accord. La remarque est tout à fait valable et le fabricant de machine va concevoir sa machine, puis la livrer à l'utilisateur final et c'est l'utilisateur final qui va assumer les frais de consommation. Maintenant, dans l'échange qu'il y a entre le fabricant de machine et l'utilisateur final, il y a aussi une relation de confiance, il y a aussi des conseils qui sont donnés par le fabricant à l'utilisateur final qui n'a pas forcément le bureau d'études, qui n'a pas forcément les capacités pour comprendre de façon approfondie la machine. L'OEM qui se place en conseiller, en consultant et qui prend garde pour son utilisateur final à aller vers la solution optimisée aussi bien en termes d'opération qu'en termes de consommation énergétique ou qu'en termes de coût total, ce fabricant de machine va avoir de la part de son end-user une reconnaissance bien accrue et la relation sera beaucoup plus pérenne et l'utilisateur final saura s'appuyer sur le fabricant et revenir vers lui beaucoup plus souvent. Donc oui, c'est moins cher. Oui, pardon, c'est le end-user qui prend en charge les consommations, mais s'il a de la confiance et s'il a des conseils efficaces, c'est gagnant pour tout le monde. Pour la dernière question, je pense que vous voyez quel est le nom de la société de Madame Racco.
pense que vous voyez maintenant mon écran avec Directing. Directine avec un K. Et vous devez le voir, elvira.rakova@directine.com. J'ai pas vu de nouvelles questions arriver pendant ces échanges. Encore une fois, merci à tous pour ce moment. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager l'accès à la vidéo à la demande dès qu'elle sera en ligne. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup Elvira pour cette participation. Merci à vous. Et ton expertise. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir.